C'est que tout le système est fait, éducatif, dans le traitement de l'information, pour que nous soyons des enfants. Et qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Et si d'aventure on aura envie de s'intéresser, on se résigne vite parce que c'est trop compliqué, etc. Puis on a les députés ou les représentants en tout cas qui nous parlent dans un charabia absolument incompréhensible. Si vous n'avez pas fait chinois, grec première langue, bon, même pas la peine de mettre son nez là-dedans. Bon, vous ne comprenez pas. Tout est fait pour ça. Donc il faut être autocritique sur le fait qu'on s'implique peut-être pas assez, mais le système nous pousse à ça. Le système crée les conditions pour que surtout, on ne s'intéresse pas à la politique. Et ça, c'est important parce que c'est l'idée peut-être, moi, qui me fait peur dans l'Assemblée constituante en général, c'est que je pense que pour arriver à des éléments de démocratie directe, c'est quand même un processus. Et quand je dis ça, c'est que il y a deux arguments qui sont invoqués par ceux qui sont contre la démocratie directe, c'est l'éducation et l'information du peuple. Donc l'éducation de l'esprit critique, être capable d'avoir une grille d'analyse pour comprendre les informations qu'on me donne, et puis ensuite, c'est d'avoir les bonnes informations, et une information complète. Bon, je pense que c'est à la fois en fait les deux problèmes, et je pense qu'en fait ce sont aussi les solutions en fait. Je veux dire par là que vous pouvez écrire la meilleure constitution au monde que vous voulez. Si vous êtes con, on vous la mettra à l'envers. C'est évident. La preuve, l'article 2, il vous dit bien que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est écrit. Bon, tout le monde se marre quand je dis ça parce que tout le monde a bien compris que c'est plus du tout le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, ce qui fait l'effectivité du pouvoir au peuple, ça ne réside pas seulement dans la Constitution, dans l'écrit. C'est dans la tête que ça se passe. Si vous savez que vous êtes souverain, si vous avez l'esprit critique, si vous avez les informations et que vous êtes vigilant et que vous dénoncez quand il y a lieu de dénoncer, alors oui, là, vous exercez effectivement votre souveraineté. Mais le texte en lui-même ne vous garantit pas vraiment grand-chose en réalité. Voilà. Et donc je pense que c'est quand même un processus parce que ça fait 40 ans qu'on nous a empoisonné la tête avec le néolibéralisme, que le poison il a bien infusé les esprits. Hein. Je peux vous citer les 6-7 idées reçues qui sont indépassables et qui bloquent tout débat avant même d'avoir commencé. Hein. L'État est en faillite, la dette, nos enfants, blablabla, on peut pas imposer les riches comme les autres sinon ils partent, il faut flexibiliser le marché du travail parce que compétitivité, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, il y a plein de gens qui sont persuadés de ces idées-là et en fait, ça bloque totalement la réflexion. Et donc, le poison, il a vraiment infusé. Moi, en plus, je vais vous dire, j'ai un exemple parfait, c'est mon père, il est absolument génial parce que dans sa pratique, bon, il est à la retraite maintenant, mais dans sa pratique, global, enfin c'était quelqu'un qui il a été employeur, il faisait des prêts à taux zéro pour ses salariés quand ils étaient dans la merde. Vous voyez, je vous donne un exemple pour vous dire globalement que il était très soucieux de la justice. Bon, il est de toutes les idées reçues du néolibéralisme, il en est convaincu. Alors il m'écoute quand même maintenant, il me dit ah bon tu crois, etc. Bon, mais sinon de prime abord ah bah oui ça c'est vrai, la dette ça c'est un problème, hein. La dette on peut quand même rien faire contre. Bon, je veux dire c'est que vous avez des gens qui croient en ces idées parce qu'elles ont une force qu'il faut pas nier, c'est qu'elles fonctionnent à une échelle individuelle. Elles semblent être de bon sens, elles semblent être évidentes. Quand on vous dit il faut flexibiliser le marché du travail. Bah, pour un employeur, il se dit ah bah ouais, si je peux licencier comme je veux, bah oui, je vais plus embaucher. Bon, mais à l'échelle macroéconomique, ça marche pas du tout comme ça. En fait, ce qu'il voit pas, c'est que en fait, ce qui va le faire embaucher, c'est d'avoir de l'activité économique, c'est d'avoir un carnet de commandes qui est plus à 2 mois, mais qui a 1 an. Donc là, il va embaucher parce qu'il peut prévoir. Mais vous voyez, c'est la force de ces idées qui fonctionnent à l'échelle micro, mais pas à l'échelle macro. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, vous avez des esprits qui sont c'est le brouillard et on a tout fait pour que ça le soit et donc je pense il y a un énorme travail en fait de rééducation, d'élévation du niveau de conscience et je termine là-dessus simplement sur le traitement médiatique. Il y a eu un débat, je vous invite à aller le regarder parce que c'était quand même assez savoureux, sur Interdit d'interdire entre Olivier Berruyer et Jean-Michel Apathy. C'est pour ça que c'est assez savoureux. Et
à un moment donné, donc Jean-Michel Apathy, il dit mais non, mais attendez, moi je suis totalement libre dans ma parole, je dis ce que je veux, etc. Et Olivier Berruyer, il fait remarquer, il fait oui, mais c'est marrant parce que tous les gens qui s'expriment comme vous sur les plateaux qui sont invités, ils pensent tous la même chose que vous. Pourquoi on n'invite pas les gens qui sont en désaccord, en fait? Vous voyez, donc le système produit ça. La pensée unique, c'est le néolibéralisme, et le néolibéralisme, parce que les gens, la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est beaucoup plus simple de l'appeler la dictature des ultra-riches. Au moins là, ça porte très bien son nom.